bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Il y a pas que la data. Alors dans un premier temps, j'aimerais, remercier nos auditeurs, auditrices de notre podcast, 1 épisode, qu'on a enregistré, Thomas et moi, avec Charlotte Ledoux, puisque vous avez été nombreux à l'écouter et puis je vous invite à aller faire un tour sur les plateformes habituelles, vous pourrez le retrouver. Notamment où il est question beaucoup de data gouvernance, puisque c'est la spécialité de Charlotte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul Thavenot. Paul Thavenot qui est, entre autres, lead data scientist à Orange et fondateur de Datadog. Paul est data scientist expert sur la partie, spécifiquement la partie langage, traitement du langage ou NLP. On reviendra là-dessus un petit peu plus en détail. Je suis accompagné de mon acolyte Thomas Memoun, ML Engineer et expert data. Salut Thomas. Bonjour tout le monde. Donc bonjour Paul aussi. Bonjour, puis merci pour l'invitation. Avec plaisir. En fait, au travers de ce podcast, on va essayer avec ta vision de l'IA, du NLP et aussi par le prisme de ton expérience, conjuguée bien évidemment à ta position actuelle chez Orange, d'avoir aussi la vision d'un grand groupe finalement sur ces transformations qu'on vit un petit peu tous et dont on est témoin. Et puis, je vais me faire le plaisir de passer un petit peu la main à Thomas. Je crois que vous vous connaissez aussi, hein, donc Oui, on se connaît bien. Ouais, en effet, ça fait un petit moment qu'on se connaît, bientôt 7 ans, voire 8 ans. Effectivement, Paul, tu es data scientist depuis près de 6 ans, mais je crois qu'il y a pas que la data, qui t'anime. Je sais que tu as un caractère qui est très déterminé, tu es quelqu'un avec beaucoup de motivation et je sais que ce qui te stimule beaucoup, c'est la boxe et je sais aussi que tu fais beaucoup de moto. Donc voilà, il y a pas que la data. Je te laisse un peu te présenter, nous dire qui tu es plus en détail, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ça marche. Donc du coup, je m'appelle Paul Tavenot. Alors bon, pour parler un petit peu de mes postes actuels, j'ai deux casquettes, comme tu l'as dit Pierre. La première, c'est que je suis responsable du centre de traitement de texte à Orange France. Donc on y reviendra, je pense, sur cette expérience pendant le podcast. Et la seconde, c'est que je suis cofondateur d'un organisme de formation en data science digital qui s'appelle Datagong. Et après, effectivement, il n'y a pas que la data et j'ai pas mal d'autres passions comme les sports de combat. Mais là, j'ai levé le pied, je suis en train de développer une nouvelle passion marathon. j'avais une question pour toi. On parle de data science aujourd'hui et tout ce à quoi on assiste, chamboule drôlement ce qu'est la data science. Est-ce qu'il y a, selon toi, un data scientist, pré-ChatGPT? Un peu comme, tu vois, l'âge du Christ, before Christ before Christ ou after Christ et est-ce qu'il y a un data scientist, aujourd'hui qui serait différent de celui d'hier? Ouais, alors c'est une bonne question, mais en fait, j'ai presque envie de te dire que c'est une question qui se repose tous les 5 ans, grosso modo. En fait, il y aura probablement un data scientist avant ChatGPT, un data scientist après, mais de la même manière que tu avais des data scientists avant l'avènement de l'open source, au développement de SaaS, etc., ou d'autres logiciels comme ça. Donc, je dirais qu'il y a des versions de data scientist au fur et à mesure que le métier se transforme et que les technologies évoluent et sont aussi ouvertes en accès aux grandes entreprises notamment. Moi, je vois quelque chose de très intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que, et tu vas nous dire si à Orange ça peut être aussi le cas, il y a de plus en plus d'expertise qui est demandée au travers de la data science. Quand avant, on pouvait faire un peu de computer vision, un peu de NLP, un peu de série temporelle. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est des technos bien particulières, savoir faire très bien du NLP ou une autre expertise. Est-ce que c'est ce que tu ressens actuellement ou Totalement. En fait, on se rend compte que être data scientist, alors, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire quelque chose au sens où on voit bien à quoi ça fait référence. Un data scientist, c'est un peu un mouton à trois pattes. Il a une patte, c'est des statistiques. Un patte, c'est de la programmation informatique. Et une autre patte, c'est de la connaissance métier d'une industrie, d'un secteur. C'est, on va dire, grosso modo, ce qu'on pourrait définir comme étant un data scientist d'une vue macro. Mais dès lors qu'on regarde en fait concrètement qu'est-ce que font que les data scientists au quotidien dans leur travail, on se rend compte qu'en fait il y a toute une flopée de réalités. Déjà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Parce qu'un data scientist chez Google, un data scientist chez Facebook,
À Orange, dans une PME, dans une start-up, ben, ça n'a pas du tout la même définition. Plus l'entreprise elle va être spécialisée dans la tech et plus elle va être grosse en général, plus on va s'attendre à avoir des définitions et des frontières du métier de data scientist qui sont extrêmement précises sur les tâches. Là où en fait, quand tu es en startup, vraiment le data scientist, c'est le data analyst, c'est le data ingénieur, il y a ça. Donc déjà, ça c'est la première, enfin pour moi c'est une première partie de réponse à cette question. Et une seconde, c'est sur la spécialisation. C'est bon, vous l'avez dit, moi en introduction, je fais du NLP. Alors il se trouve que je fais du NLP parce que ça a été un peu le fruit du hasard. Tu vois, c'est ton premier job. Bon, t'enchaînes sur ça. Mais par exemple, si tu me parles de séries temporelles, c'est un secteur dans lequel je connais rien. Et il y a des gens, on va attendre d'eux, notamment en banque, en finance, etc., qu'ils aient des connaissances très précises en séries temporelles. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Et c'est pas pour autant que je suis un moins bon data scientist qu'un spécialiste des séries temporelles ou qu'un data scientist qui est plus général. C'est hyper intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, tu es expert en NLP, tu es spécialisé là-dedans. Je pense que c'est intéressant déjà qu'on définisse ce que c'est que le NLP. Je te laisse présenter Paul, si tu le sens. Et ensuite, qu'est-ce que tu entends derrière le mot NLP, au-delà de le définir? Si on devait essayer de s'efforcer à donner une définition un peu formelle, bon, le NLP, c'est Natural Language Processing, c'est un acronyme, et ça renvoie finalement à tout ce qui est le traitement du langage humain, quoi, sous toutes ses formes, hein. Ça peut être du texte, ça peut être de l'audio, enfin, c'est vraiment toutes les techniques de data et de stats qui permettent d'analyser et de rendre intelligible la voix de l'humain par une machine, un ordinateur. Ça, c'est grosso modo une définition un peu classique du NLP. Pour ce que moi j'entends derrière le NLP, j'ai une vision qui est très orientée entreprise. Parce que moi, je travaille donc dans une direction qui est une direction marketing, qui est une direction opérationnelle. Et donc, du coup, si tu veux, pour moi, le NLP, déjà, c'est pas spécialement l'aspect recherche qui m'intéresse. C'est l'aspect opérationnel. Comment, en analysant et en exploitant la voix de nos clients, on peut contribuer, à Orange en tout cas, euh, à essayer de répondre aux attentes des clients et à traiter leurs besoins et à mieux comprendre nos clients. Donc c'est vraiment une vision qui est très opérationnelle parce que, encore une fois, ça renvoie aux différentes définitions d'un data scientist. Si tu es chercheur en NLP, bah, tu feras peut-être probablement des tâches qui sont totalement différentes et qui ont rien à voir avec ce que je fais et qui sont probablement d'ailleurs un peu même déconnectés des besoins du marché. Et ça ne veut pas dire qu'après, ça ne va pas servir à l'entreprise. Mais dans un premier temps, c'est de la recherche un peu plus fondamentale. Les gens qui, je parle de ça par exemple il y a 5 ans, les gens qui travaillaient sur le speech to text. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus commun, mais il y a 5 ans, je peux te dire qu'avant que un data scientist d'une direction marketing ou d'une quelconque autre direction fasse du speech to text, c'était quasiment inenvisageable. Ouais, tu utilises pas mal de speech to text. Moi, ça me parle, ça parle peut-être pas à tout le monde. Speech to text, text to speech, tu peux nous en dire un petit peu plus ou en tout cas le définir rapidement? Ouais, alors le speech to text, bon, c'est ni plus ni moins que un ensemble de méthodes qui permettent de passer d'une conversation audio à une transcription écrite sur laquelle bah, on va pouvoir de manière plus aisée, avec des techniques plus classiques, bah, faire derrière de l'IA, de l'analyse, etc. Donc c'est simplement un process qui convertit la voix en texte et le texte ou speech, bah, c'est l'inverse, c'est transcrire du texte en voix. Ouais, ouais. Bon, tu nous as parlé de text to speech, speech to text. Je vais te reposer la même question que ce qu'on a posé par rapport à data scientist. Aujourd'hui, le NLP, toi qui es dedans et qui est expert dans cette sous-branche du data scientisme, comment tu l'as vu évoluer depuis ces dernières années, finalement? Alors, bon, tout le monde a en tête ce qui se passe avec ChatGPT, les IA génératives, les LLM, mais si on se replace quelques mois avant l'arrivée de toutes ces technologies, il y avait déjà une grosse révolution avec les techniques à base de deep learning et notamment à base de transformers. Où là, on pouvait vraiment parler de grosses évolutions. C'est une discipline hein, qui évolue, je pense, constamment, hein.
quand moi j'ai commencé en fait à travailler en tant que data scientist, je me rappelle quand j'étais en alternance dans le groupe BNP, je faisais pas mal d'analyses de Twitter. Bah, c'est vraiment des choses très très basiques. Et pour moi à l'époque, ça me paraissait déjà fou. J'utilisais des techniques classiques de ML pour analyser du texte et j'avais l'impression d'être un chercheur au lab innovation de je ne sais quelle entreprise, tu vois. Et finalement, tout ça, c'est quasiment devenu obsolète avec l'avènement des modèles de type, par exemple, BERT et les transformers. Et là, on est, je pense, à un gros virage où finalement, les IA génératives, elles vont quand même bouleverser une grande partie de la perception qu'on avait de tout un tas de use cases qu'on traitait traditionnellement avec des approches de machine learning ou de deep learning. C'est hyper intéressant puisque finalement, j'allais te poser la question suivante par rapport à ChatGPT ou n'importe quel produit un peu similaire. C'est quel effet ça a eu chez vous quand vous avez vu ChatGPT? Non pas sur la partie NLP en tant que telle, mais en tant que solution, avec une interface, un prix associé à cette solution. Comment vous avez vu les choses? Alors, bon, mmh, c'est vrai qu'on a bon, il y a des ressentis qui sont, globaux dans la boîte et après je vais essayer de faire le distinguo entre ce que j'en pense et ce que je pense que au niveau de la boîte, on en pense. Je pense qu'au niveau de la boîte, les gens voient ça comme une opportunité énorme. Forcément, c'est une révolution. Il y a très peu de technologies qui ont eu un niveau d'acceptation comme ChatGPT l'a eu en si peu de temps, parce que les gens se disent ah oui mais c'est pas foufou machin machin. Enfin je veux dire quand BERT est arrivé, t'as pas vu machin qui faisait de la compta utiliser BERT. C'était toi en tant que data scientist, tu te disais oui ok oh, il y a BERT, faut que je me penche dessus. Maintenant, tu as des mecs, ils te parlent tous d'IA, ils savent tout ce que c'est. Tu vois, le nombre de sujets qu'il y a eu autour de ChatGPT dans l'actualité, ça montre bien la force du virage. Et forcément, les entreprises, et notamment les grands groupes, ils le voient ça. Ils se disent, mais attends, c'est quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un vecteur d'opportunité? Quel impact ça va avoir sur nos métiers? Parce que je pense qu'une des grandes craintes que les gens ont liées à l'IA, c'est est-ce que ça va supprimer mon métier, tu vois? Alors, je pense que les grands groupes et les entreprises, de manière générale, elles ne le vivent pas comme ça. Mais je pense qu'elles se disent, OK, peut-être pas comment ça va les remplacer, mais comment ça va les transformer. Et est-ce qu'on peut se servir de ces technologies pour essayer d'améliorer quelque part notre efficacité sur certains sujets. Et donc, c'est là où je pense que nous, on l'a ressenti vraiment comme un vecteur d'opportunité. Après, c'est comme tout, il faut le tester. Il y a des choses où on aura sûrement des très grandes déceptions et des choses pour lesquelles on se dira, ça marche très très bien. Déjà, merci d'avoir vulgarisé la chose, c'est très important, je trouve. Tu as mis en avant les côtés positifs de ChatGPT, mais aussi les risques que ça peut avoir. Moi, j'ai cette question très simple qui me vient à l'esprit. De ton point de vue sur le NLP, tu trouves que tout ce qui est associé à ChatGPT, donc les Large Language Models, sont une évolution ou une révolution dans l'univers de l'intelligence artificielle? Alors, dans l'univers de l'intelligence artificielle, en fait, c'est un peu tôt pour le dire. Enfin, en tout cas, à ma petite échelle. Pourquoi? Parce que nous, on a évidemment tout un tas de POC qu'on teste avec. Et donc, il faut qu'on attende de voir les résultats de ces travaux-là pour se dire, OK, bon, à quel point ça change le game, entre guillemets. Tu vois, est-ce que on améliore juste nos modèles ou est-ce que nos modèles deviennent obsolètes? Tu vois, par exemple, c'est le genre de choses qu'il va falloir qu'on se pose comme question. Je pense que c'est une révolution de manière globale. Donc, c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une révolution. Après, je pense que c'est principalement une révolution pour d'autres métiers que les data scientists. Et là où je m'explique, c'est que, en fait, ChatGPT, c'est un super outil, enfin les IA génératives de manière générale, c'est un super outil dès lors que toi, tu es un expert d'un domaine. Par exemple, tu es un expert du juridique et je sais pas, tu as envie de rédiger des contrats, j'en sais rien. Enfin, pareil, tu es un expert en comptabilité, puis tu as besoin de rédiger des documents ou faire des process. Eh ben, là, ChatGPT, c'est un vrai intérêt pour toi parce que si tu lui promptes correctement et que tu lui demandes de faire les choses de manière intelligente, il va peut-être te faire gagner 2, 3, 4 heures de travail sur une tâche que tu aurais peut-être mis des plombes à faire et qui n'avait pas une réelle valeur. Par contre, il ne va pas se substituer à un juriste.
Parce que derrière, tu as besoin, surtout, alors, moi, j'en sais rien, côté Orange, qu'est-ce qui est fait sur ces travaux-là, parce que j'en ai pas entendu parler. Mais c'est évident que, par exemple, un groupe de la taille d'Orange ou ailleurs, euh, un juriste ne peut pas se permettre d'utiliser ChatGPT pour faire tous ses contrats sans contrôle. C'est le juriste, c'est l'humain qui reste maître et garant de ce que l'IA a produit. Donc il faut qu'ils soient en capacité de re-regarder ce que l'IA elle a fait. Après, pour le data scientist, bah, c'est un peu pareil, mais à moindre échelle, parce qu'en fait, ton métier de data scientist, c'est déjà d'automatiser des process et de faciliter des choses. Donc, est-ce que tu vas pouvoir automatiser les choses plus rapidement, plus facilement, etc. Ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut rapidement définir ce que c'est qu'un LLM dans l'univers NLP? Ouais, bon, bah, les LLM, c'est des large language models. Alors, en fait, bon, je pense que. Alors, déjà, je ne serais pas la meilleure personne pour rentrer dans le détail de comment ça fonctionne un LLM, mais on peut voir ça comme bah, des modèles d'apprentissage qui sont très profonds et qui ont surtout ingurgité une quantité d'informations énorme lors de l'apprentissage. Là où, par exemple, quand on va faire un modèle, j'en sais rien, moi, de machine learning pour entraîner un modèle à prédire un risque de crédit ou je ne sais quelle autre tâche, peut-être que ça va être basé sur 10 000 clients, 100 000 clients s'il y en a beaucoup. Là, on parle de millions de documents qui ont été ingérés. Hein. Je crois que ChatGPT avait ingéré tout le web, etc. Donc, on est sur des choses qui sont quand même colossales. Et d'ailleurs, ce qui est important de le dire, c'est tellement colossal qu'en fait, même les grands groupes ne peuvent pas entraîner ce type de modèle-là. Et donc, l'enjeu, c'est de s'approprier ces modèles-là. Le problème de barrière à l'entrée, finalement. Oui, après cette barrière, elle a un coût. Hein, est-ce que tu es prêt à mettre de l'argent sur la table pour te sécuriser un serveur et faire des appels à ChatGPT sans donner ta donnée et qu'elle tombe dans le corpus d'entraînement, tu vois. C'est très clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'anime, toi, aujourd'hui, dans le NLP, dans cet univers-là? Alors, bon, moi, le NLP, comme je l'ai dit un peu en présentation, moi, je fais ça parce que, en fait, finalement, c'est le premier cas d'usage qui est tombé un peu dans mes mains et je trouve ça super intéressant comme domaine. Après, je ferais de la computer vision, je trouverais ça probablement autant passionnant. Mais je dirais que là, on a la chance de vivre un moment où on voit ces IA génératives arriver et de voir la transformation que ça va avoir sur nos métiers. Et je dirais que c'est ça qui, entre guillemets, m'excite pour les prochaines années parce que j'ai vraiment la sensation que on va bah, vivre, alors du coup, ça répond à ta première question, une petite révolution. Et on ne sait pas, peut-être qu'elle sera énorme, j'en sais rien. Va falloir voir à l'usage. Mais il se passe quand même quelque chose et ça, c'est super stimulant pour les équipes data. J'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que tu es un peu tombé sur le NLP parce que tu es tombé sur le NLP, ça aurait pu être autre chose. Ben justement, si ça avait été autre chose aujourd'hui dans les domaines de l'IA, est-ce qu'il y a il y a des choses bah, que tu fais pas au jour le jour avec Orange dans ta position, mais des choses qui te chatouillent, qui t'intéressent, qui te rendent des petits side projects, que ce soit sur la computer vision, que ce soit sur la génération de musique, de son ou de choses comme ça? Alors, moi, je fais pas de side project pour la simple et bonne raison que mon side project c'est Datagong et donc du coup c'est déjà un projet qui me prend énormément de temps. Mais par contre, euh, j'ai une forte appétence quand même à tout ce qui est computer vision et je pense qu'il y a des enjeux là-dessus mais qui sont juste colossaux parce que alors tu le vois, il y a pas mal de chaînes qui font ça très très bien. Je sais pas si je peux me permettre d'en citer une ou pas. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je pense par exemple à un mec qui s'appelle Anis Ayari, qui fait pas mal de vidéos. Il en a fait une là récemment où il montrait comment il faisait des deepfakes de grands youtubeurs ou du président Macron. Et en fait, bon, on voit ce qu'un ingénieur a pu faire, alors je sais pas s'il fait ça dans sa chambre ou pas, mais dans son coin, sur son propre ordinateur, en quelques semaines probablement, on se rend compte que des gens qui seraient potentiellement mal intentionnés pourraient faire avec des gros moyens en matière de communication. Enfin, on se rend compte qu'autour de la computer vision, il y a quand même des enjeux de sécurité et de fiabilité de l'information qu'on va ingérer. Et tu parlais du traitement de la voix, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, on est capable de reproduire des voix, alors c'est pas si facile, mais on imagine que
ça va soulever des enjeux en termes de cybersécurité, de reconnaissance du deepfake, et cetera, qui vont être colossaux. Donc je pense que si j'étais pas là-dedans, j'essaierais d'aller voir ce qui se passe côté computer vision, parce qu'à mon avis, il y a de quoi faire pour les prochaines années. Bah, écoute, merci. Ce que j'aimerais bien qu'on s'arrête sur la façon dont un grand groupe finalement s'approprie, heu, ce changement qui peut être tu l'as dit toi-même, une petite révolution, petite, grande, moyenne, on ne sait pas encore aujourd'hui. Et comment tu peux le mettre à disposition, finalement, d'un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes? Comment on fait? Comment on s'y prend? Alors, ça, c'est des questions qui sont, assez, je pense assez importantes, surtout quand ton groupe est grand. Plus ton groupe est grand, plus les process sont aussi, lourds. Et bah, en fait, ça passe par, déjà la remontée, d'interrogation du métier. Enfin, nous, il faut pas oublier que tout ce qui est la data science, en tout cas, c'est ma vision de la data science, c'est un outil d'aide à la décision. On ne prend pas des décisions, on aide, des métiers, des industries, des secteurs à prendre des décisions basées sur de la donnée. C'est un support finalement, c'est pas de la technique pour de la technique. C'est pas de la technique pour la technique, on n'est pas là pour, enfin, alors après on y prend du plaisir, mais c'est souvent d'ailleurs un piège pour les juniors, et c'est pour ça qu'en général souvent les sujets de stage sont plutôt plus sympas que ce qui se passe derrière après en réalité. Mais le but c'est pas de faire de la data pour faire de la data. Derrière il y a des demandeurs, ces demandeurs c'est des métiers, et l'idée c'est de savoir comment on va pouvoir les aider au mieux. Donc ces métiers-là, quand ils voient ChatGPT arriver, les managers, etc., ils remontent des besoins. Ils disent: ah, bah, attends, moi j'imagine, Je veux la même chose pour mon voilà, département, je et veux la même cetera. chose, et j'imagine tel sujet, tel use case, et cetera. Et donc là, ça revient après dans les cas des équipes data. Évidemment, des use cases, tu en as, un sacré, grand nombre qui te remontent, et comme toi, tu as pas des ressources qui sont, extensibles à l'infini, bah, va falloir que tu les sélectionnes sur le fait de quelle est la valeur qu'ils apportent à l'entreprise, et aussi sur leur faisabilité. Alors après ça, c'est des décisions qui, moi, par exemple, je participe pas, moi, à cette prise de décision-là. Moi, c'est une décision qui m'arrive et on me dit, bah tiens, on a remonté tel use case, est-ce que vous en avez remonté? Et comment on les adresse? Et derrière, on déroule et on contribue dans le use case. Mais grosso modo, c'est un peu ça le cheminement. Et après, bah, évidemment, il faut évaluer le retour, c'est-à-dire est-ce que ça a fonctionné. Tout à l'heure, on parlait de POC, donc de Proof of Concept. Donc c'est tout simplement une d'expérimentation. On mène une expérimentation sur un certain temps. On se rend compte de est-ce que ça a une plus-value ou pas pour le métier, parce que le métier, en fait, quand lui, il te remonte un besoin, il n'est pas forcément très très appétant à la data. Et donc, du coup, lui, il ne sait pas si c'est réalisable ou si ça va vraiment fonctionner comme lui, il l'imagine. Alors, toi, tu recueilles le besoin, tu essayes de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou pas fonctionner. Mais c'est comme tout en data science. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Et après, alors, à l'échelle d'un groupe comme Orange, il y a quand même d'autres choses aussi. Il faut s'assurer que tout ce qu'on va produire est éthique, etc. Enfin, on ne peut pas insérer de l'IA générative dans l'entreprise sans valider tout un tas de process, parce que il y a forcément des questions éthiques, légales aussi, à traiter avant d'ouvrir les portes à tout le monde, parce que c'est quand même, on se doit quand même d'être prudent dans l'adoption de ce type de technologie, parce que tout est nouveau. Il ne faut pas brûler les étapes, je pense, et je pense qu'il faut y aller petit à petit et prendre son temps. Ça te fait peur un peu tout ça ou pas? Bah, très honnêtement, je dirais que non, parce que en fait, pour moi, c'est un peu le sens. Enfin, c'est un peu la suite logique dans les technologies, hein. Les technologies, elles sont toujours de plus en plus performantes. Alors, c'est vrai que quand tu es un peu dans la tech à notre petite échelle, bon, tu essayes de l'appréhender du mieux que tu peux, et tu te rends compte qu'en fait, souvent, c'est plutôt un sujet aussi de vulgarisation, de vulgariser correctement auprès des différents acteurs qui pourraient être impactés par ces IA génératives, pour les rassurer sur leur métier, sur l'impact que ça va avoir en fait dans notre quotidien. Et après, bon, il y a quand même aussi un gros côté juridique. Et là, on peut quand même aussi se poser des questions, parce que
Alors je crois que je sais plus, exactement qui, mais il me semble que j'avais vu qu'il y avait un des dirigeants d'une grosse boîte, je sais plus si c'était pas Microsoft, qui était parti, suite, à l'arrivée, de ChatGPT, à son ouverture et cetera, des IA génératives. Alors ça, faudrait rechecker parce que des fois, j'ai des souvenirs qui me reviennent et ils sont pas toujours très exacts, mais de mémoire, il y avait eu quand même une action comme ça. Et ça montre bien que si tu as des gens qui sont aussi près de ces techs-là, qui quand même mettent des garde-fous, c'est qu'il y a quand même des raisons d'en avoir. Il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, il ne faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut y aller piano piano, prendre son temps, laisser aussi le temps aux juridiques de légiférer sur ces sujets-là, pour pas qu'on mette en place des process qui, dans 3 mois ou 4 mois ou dans un an, on va se rendre compte que c'était complètement fou et qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Comment, justement, dans le groupe, toi, ta position, comment on fait quand on voit arriver tous ces projets data science, IA, tous ces besoins, dans tous les sens, d'ailleurs? Parce que j'imagine que ça doit des fois un peu partir dans tous les sens. Je pense que enfin, en fonction des départements, doit y en avoir certains qui doivent imaginer que, enfin, c'est bon, ils peuvent arrêter de travailler, ils branchent leur ordi, ils mettent une IA générative derrière et puis c'est terminé, ils peuvent jouer à Candy Crush, et puis, d'autres qui sont un peu plus acculturés. Comment on met en place et on industrialise, comment on rationalise et on structure, d'un point de vue finalement, factory, d'un point de vue, groupe, d'un point de vue process, pour pas que ça parte dans tous les sens? Qu'est-ce que vous avez fait vous, spécifiquement, chez Orange? Alors, il y a 2 choses. Pour moi, il y a la première chose qui est la gouvernance, qui est une gouvernance managériale, des équipes data, c'est-à-dire se dire, voilà, quels sont les projets à adresser, comment on les adresse, quelle est la gouvernance qu'on a sur ces projets-là et après, il y a d'un point de vue technique, c'est-à-dire, par exemple, bon, alors là, je vais parler du NLP de manière un peu plus large. Aujourd'hui, typiquement, moi, mon rôle à moi, c'est d'être le responsable du centre d'expertise de traitement de texte au sein d'Orange France. Ça ne veut pas dire que c'est moi le meilleur en traitement de texte, loin de là. Par contre, mon rôle à moi, c'est de recenser et standardiser les expertises sur le traitement de texte et sur le NLP. Donc incluant aussi la partie IA générative pour le NLP. Et ça, pour nous, c'est arrivé par la création d'une marketplace autour de l'IA. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a des grands sujets au sein d'une entreprise comme Orange, hein, comme le scoring, le traitement de texte, de la computer vision, des séries temporelles, etc. Et pour chacun de ces sujets, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de rationaliser les expertises. Et donc, typiquement, moi, c'est mon rôle pour l'expertise NLP, c'est-à-dire que nous, on travaille à rationaliser l'expertise NLP. Et ça passe par quoi? Ça passe par, euh, la création d'une librairie inner source dans laquelle on va en fait packager tous les besoins en NLP qui sont spécifiques à Orange et qui, euh, une fois que tu les as packagés, ça permet de lever quand même des barrières en termes d'accessibilité pour des data scientists qui ne seraient pas experts en NLP ou pour d'autres qui voudraient utiliser et mobiliser des briques rapidement. Et la deuxième chose, ça passe par faire le tour des directions et de se dire, bah tiens, qu'est-ce que par exemple la R&D fait de bien? Qu'est-ce que la direction technique fait de bien? Qu'est-ce que la direction marketing fait de bien en NLP? Et là, on fait parler un petit peu euh, tous les gens ensemble et on les met autour d'une table et on se dit, bon, ok, comment on peut recenser ton expertise et la mettre au service du groupe. Du coup, j'ai une question par rapport à ça, puisqu'auparavant, tu as déjà parlé d'open source, c'est pas un sujet très en vogue dans l'univers data. Et là, tu as parlé d'inner source. Est-ce que ça serait possible de définir un peu ce que c'est? Ouais, alors bon, l'open source, hein, c'est aujourd'hui ce qui fait foi dans l'univers de la data, hein. C'est typiquement toutes les librairies Python auxquelles tu as accès directement en les téléchargeant. C'est des gens qui construisent des fonctions, des méthodes d'analyse et qui les mettent comme une boîte à outils accessible aux data scientists du monde, hein, tout simplement. Et les data scientists viennent piocher leurs outils. L'inner source, c'est la même chose, mais à l'échelle de ton entreprise. C'est-à-dire qu'on considère que il y a, bon, de toute façon, c'est pas qu'on considère, c'est que le code que nous on produit, c'est la propriété intellectuelle d'Orange. C'est pas notre propriété intellectuelle à nous. Et donc,
il y a quand même un savoir-faire qui est un savoir-faire à Orange et ça, on ne peut pas l'exposer dans cette grande bibliothèque d'outils à tout le monde. Donc, ça reste cloisonné au sein de l'entreprise, mais c'est les mêmes logiques. Derrière, c'est des logiques de contribution, sauf que tes différents acteurs sont les data scientists des différentes directions. Et est-ce que c'est grâce à cette partie inner sourcing du coup, que vous restez proche de l'état de l'art, que vous êtes toujours dans la tendance, que vous essayez de suivre ce qui se passe dans l'actualité intelligence artificielle? Ou comment vous faites sinon? Alors, ça, finalement, je peux pas dire que c'est le cas puisque nous, typiquement, cette logique de marketplace, c'est quelque chose qu'on met en place depuis maintenant, enfin, qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant quasiment un an, du moins sur la partie NLP. Et du coup, j'ai pas assez de recul pour me dire à quel point ça nous permet de rester à state of the art. Euh, Sauf qu'il y a quand même un constat qui est factuel, c'est qu'à partir du moment où tu fais le tour de toutes les bonnes pratiques, il y a quand même de fortes chances qu'il y en ait un qui ait jeté un coup d'œil à ce qui se faisait de bien dans son expertise. Et donc, du coup, c'est comme ça aussi que tu agrèges. Après, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable de consommer aussi du contenu de vulgarisation sur les dernières techno en NLP, des sites. Alors, ça peut être juste des sites d'actualité, même qui sont au niveau très macro. Ça peut être des youtubeurs qui sont un peu plus spécialistes ou des personnes qui sont un peu dans l'écosystème data. Mais ça, c'est indispensable aujourd'hui pour voir un peu ce qui se fait de bien, qu'est-ce qui ressort. Et au moins, ça permet de se dire, même si on ne le teste pas tout de suite, ok, je sais qu'il y a ça qui existe et il faut qu'on prenne le temps de l'inscrire dans notre roadmap pour se dire à un moment donné, il faudra tester. Il faudra tester ça. Mais après, ça reboucle un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on ne fait pas de la data pour faire de la data. On fait de la data pour répondre à des problématiques métiers. Donc, si en fait, tu as une révolution qui arrive, enfin, une évolution qui arrive et qui impacte un sujet qui est déjà en production, qui marche déjà très très bien, mais que toi, tu as tout un tas d'autres sujets sur le feu, en fait, c'est pas ça que tu vas aller tester en priorité. Pour le coup, avec les IAG, ça a été tellement fort à l'échelle nationale et internationale que là, ça s'imposait à tout le monde de tester. Mais c'est pas le cas pour toutes les évolutions qui arrivent au sein de l'expertise. OK, ça c'est super intéressant. Ouais, moi j'ai une question parce que là, tu nous parles de votre marketplace. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une sorte de plateforme IA où vous allez mettre à disposition justement ces librairies issues de l'inner sourcing, etc. Et puis les différentes expertises pour pouvoir capitaliser, les retrouver et que ça puisse éviter de partir dans tous les sens et qu'il y en ait sur 50 000 serveurs dans 50 000 pays différents et que ça soit le bazar. Mais ça, c'est quand même plus pour la création de nouveaux produits ou services pour l'entreprise. Mais il y a aussi comment les salariés aussi dans le groupe s'approprient ces nouvelles technos. Est-ce que c'est une division totalement différente? Par exemple, plutôt l'IT chez vous? Est-ce qu'il y a d'autres groupes de réflexion? Parce que voilà, entre les salariés Orange ou d'autres grandes boîtes qui vont se retrouver peut-être des salariés augmentés, j'ai envie de dire, et non pas remplacés, en étant optimiste. Et de l'autre côté, des barrières à l'entrée, des nouveaux produits ou des nouveaux services créateurs de valeur, mais qu'on va vouloir développer au travers de data scientists, data ingénieurs, développeurs. C'est deux approches différentes finalement et c'est deux usages différents des IA génératives. Bah, les IA génératives, elles sont forcément, comme je le disais, pour moi, c'est une révolution dans le sens où ça s'impose à tout le monde et du coup, forcément, tout le monde s'en empare. Donc, pour le coup, sur un sujet qui est comme ça, évidemment que chaque direction s'en empare et va tester sur ses propres use cases. Donc là, en fait, finalement, la montée en compétence, elle se fait très très vite, mais c'est là aussi où derrière, euh, la marketplace a son rôle à jouer, puisqu'il faut aussi centraliser maintenant après les bonnes pratiques que chacun a pu remonter sur ses différents use cases. Donc finalement, sur un sujet comme ça, tout le monde s'en empare. Et après, je dirais que finalement, tu vas vite te rendre compte que dans les différentes directions, en tout cas dans un groupe de la taille d'Orange, en fait, tout le monde traite plus ou moins les mêmes sujets, enfin, du moins utilise les mêmes technos, mais pas exactement
sur les mêmes sujets. Et chacun a un petit peu sa recette interne. En fait, si tu veux, c'est surtout ça. En fait, pour nous, la problématique, c'est de se dire, attends, finalement, quand on regarde qu'est-ce qui est fait dans une direction technique, dans une direction marketing et dans une direction de réseau, on se rend compte que finalement, les sujets ils sont très proches. Et pourtant, il y a peut-être des manières de faire qui sont un peu plus efficaces. Et donc là, ça vaut le coup de centraliser ou de les répertorier et de les rediffuser après à tout le monde. Mais après, là, il y a des enjeux d'adoption qui, pour moi, est le vrai enjeu. Parce qu'en fait, le data scientist, bon, là, je digresse un peu, mais le data scientist, c'est un peu quelqu'un qui aime un peu réinventer la roue à chaque fois. C'est quelqu'un qui aime bien tester de son côté systématiquement. Et donc, dès lors que tu veux mettre en place une marketplace, il y a quand même un enjeu d'adhésion. Et je pense que cette adhésion se fait par la contribution, par le fait qu'on mette en valeur différents acteurs de la même entreprise. Et donc, du coup, si toi, tu es valorisé, forcément, tu es incité à utiliser la ressource pour d'autres aussi cas d'usage. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, j'ai un peu digressé. Donc, Non, non, c'est très intéressant et d'autant plus que j'allais te demander quel était l'élément déclencheur pour la mise en place de cette marketplace plateforme IA et j'ai l'impression que dans ton discours, c'est un peu alors, prendre à bras le corps le shadow IT, c'est-à-dire que chaque département fait à peu près la même chose. Vous, l'objectif, c'est d'utiliser en bonne intelligence, avec une certaine intelligence collective, un travail commun pour que les choses soient propres et robustes et partageables à travers une institution, une organisation comme Orange. C'est ça? exactement, c'est ça. C'est vraiment un objectif de rationaliser et de diffuser les bonnes pratiques. Parce que, en fait, si toi, tu es un petit peu novice dans le NLP, parce qu'il n'y a pas que des experts en NLP qui font du NLP, tu as aussi tout un tas de data scientists qui sont excellents, qui sont plutôt généralistes ou qui ont d'autres spécialités et par le fruit des sujets qui leur arrivent dans les mains, ont à traiter un sujet de NLP. Mais cette personne, elle se route où? Elle va voir qui quand elle a un sujet qui est hors de son expertise, hors de son scope. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est pas que rationaliser, c'est aussi créer un point d'entrée unique pour des gens qui cherchent à savoir quelles sont les pratiques recommandées par le groupe et par l'entreprise. Donc, c'est ces deux volontés, c'est rationaliser, mais aussi diffuser. Et je pense qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Ça vient de là, en fait, le besoin de créer des marketplaces. Quoi. Puis, mécaniquement, tu augmentes aussi l'efficacité collective. Hein. Et puis, tu crées des liens. Parce que aujourd'hui, derrière, en fait, alors nous, typiquement, on développe une librairie, on fait deux choses. Hein. On met, par exemple, des bouts de code à disposition, qui peuvent être des bouts de code généralistes qui ne sont pas packagés. Mais surtout, on package des librairies. Donc, on va, par exemple, packager des API de nos chercheurs pour les rendre plus accessibles aux data scientists du groupe, packager des techniques que nous, on a utilisées sur nos use cases et pareil pour d'autres directions. Et en fait, tu te rends compte que quand tu commences à rentrer dans ce type de schéma, en fait, tu fais progresser tout le monde parce que ça t'impose de t'imposer des standards de programmation, des standards de gestion de projet, de s'assurer que c'est du code qui est propre, que c'est un code qui va être facile à passer en production, sur lequel tu vas pouvoir construire, que tu vas pas accumuler de la dette technique. Et en te rendant compte qu'en fait, tu as fait n'importe quoi et qu'il il va falloir tout reconstruire après, une fois que tu as fait tes 10 000 lignes de code, il faudra tout reconstruire parce que c'était n'importe quoi. Du coup, ça t'impose de te poser des bonnes questions et de rechercher quelles sont les bonnes pratiques de manière globale et pour ton organisation. Et donc, en fait, finalement, ça tire pour moi le niveau des data scientists vers le haut parce que on développe une intelligence collective et on penche ensemble sur des sujets IT en fait, hein, finalement. Ouais, j'adore la philosophie qui est proposée là dans ce que tu dis, puisque tu parles aussi de porte d'entrée. Je trouve que c'est très intéressant puisque encore une fois, on en a parlé déjà en début de podcast, le rôle du data scientist et dans la data, il est très large. Il y en a qui sont experts, il y en a qui sont très généralistes, il y en a qui vont se spécialiser sur des choses qui n'ont aucun rapport avec le NLP. Ça va être par exemple le clean code dans le machine learning. Mais je trouve qu'en fait, cette plateforme IA, elle permettrait très bien d'éviter ce syndrome de l'imposteur qu'on peut un peu tous avoir, en se disant, bah voilà, ici, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Si tu n'es pas expert de ce domaine-là, tu pourras en savoir plus et tu connaîtras les bonnes pratiques de cette équipe qui travaille dessus depuis tant d'années. Est-ce que c'est aussi cet objectif de motiver les équipes, de les rassurer? Alors oui, parce que c'est quand même un frein. Alors
dans des grands groupes comme Orange et dans plein d'autres grands groupes, tu as aussi tout un tas de gens qui, par exemple, ne touchent pas à Python et qui sont sur des postes de data scientist, de data analyst, et qui vont se retrouver à devoir, à un moment donné, traiter un sujet, je sais pas moi, de classification, de commentaires clients. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, je pense, hein, dans les différents grands groupes. Et comment tu fais pour rassurer cette personne euh, qui déjà se dit oh là 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 là, moi peut-être que je travaille sur des logiciels clic-bouton ou des langages de programmation un peu plus datés, et ça refait le lien avec les premières questions qu'on posait, parce que en fait on sort tous plus ou moins des mêmes formations, sauf que ces formations elles évoluent avec la technologie. Donc tu as des gens qui sortent de nos formations, d'écoles d'ingé ou d'université, qui n'ont jamais fait de Python à l'école, qui n'ont jamais appris Python, et qui aujourd'hui se retrouvent, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, à 40, 50 ans, à devoir faire du Python. Et donc déjà ça, c'est une barrière. Et comment tu fais pour que ces personnes-là, en fait, elles montent, j'ai pas envie de dire sans douleur, parce que tu as forcément un coût quand tu t'es pas auto-formé sur ces technologies-là, tu es obligé à un moment donné de te faire violence un petit peu. Mais comment tu fais pour les aider à monter facilement sur ce type de techno-là et à profiter de l'accompagnement du groupe? Et pas de dire, tiens, tu as un sujet de NLP, débrouille-toi, Tintin, et tu reviens me voir dans 2 semaines avec les résultats de ton analyse. Parce qu'il y a aussi quelque chose, alors je me permets, tu savais que quand on met, Thomas il me connaît, hein, quand on met une pièce dans le jukebox, c'est parti. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai pas dit, c'est que en fait, en plus de référencer finalement du code, etc., on référence aussi des experts des domaines. Et ça, je pense que c'est ultra important. C'est-à-dire que ça suffit pas de mettre du code à disposition à quelqu'un. Il faut aussi lui dire, ok, toi ton cas il va peut-être pas rentrer exactement dans ce moule-là, mais par contre, tu vas pouvoir rentrer en contact avec cette personne qui t'a mis un starter kit, mais peut-être que ce starter kit, il te convient pas, et donc, viens rencontrer cette personne-là et échange avec lui autour de son expérience et des conseils qu'elle va pouvoir te promulguer pour que tu onboardes facilement sur ce sujet-là. Moi, ça me fait penser à quelque chose, cette plateforme pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui sont peut-être à des postes, voilà, de CTO, responsable data ou IA, dans d'autres boîtes, peut-être pas forcément de la taille d'Orange. Cette plateforme, il y a cette marketplace, est-ce que selon toi, elle peut être transposable à d'autres entreprises? Et finalement, si oui, peut-être quel type d'entreprise? Et puis, quels conseils donner, à ces entreprises qui souhaiteraient aller dans cette démarche? Même si, on l'a compris, tiens, vous avez 1 an de recul sur cette démarche aussi, donc c'est jeune aussi. Mais voilà, quels conseils tu pourrais aussi produire? Moi, je pense que ça pourrait coller plus ou moins à toutes les tailles d'entreprise, et je pense que ça devient de plus en plus une nécessité dès lors que l'entreprise elle commence à atteindre une certaine taille. Parce que c'est là où en fait tu te retrouves avec ce que Thomas évoquait, du shadow IT, des gens qui réinventent la roue à chaque sujet alors que le sujet il a déjà été traité très bien par d'autres équipes. Et donc pour moi c'est vraiment une bonne pratique que tu dois adopter ou essayer d'adopter dès lors que tu sens que tu as le temps de mobiliser des gens pour piloter ce projet-là. Euh, Ça, c'est assez important parce que ça demande du temps, en fait. Ça ne peut pas être qu'un travail du data scientist. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, en fait, je m'amuse toujours à avoir mon propre rôle, entre guillemets, parce que je code quasiment plus maintenant. Tout le temps que je passe, en fait, au travail, c'est essayer de faire adopter la plateforme. Et ça montre bien l'importance, en fait, d'avoir des gens dont le rôle est de piloter ce type de projet. Parce que si tu te contentes de créer des agrégateurs de code, en fait, ça passera pas. Il faut de la gouvernance derrière. Donc, le conseil, c'est de mettre en place une gouvernance dès que c'est possible. C'est-à-dire que le bazar et l'usine à gaz, de plateforme et de marketplace, c'est bien, mais s'il y a personne pour l'emmener, la piloter et conduire le changement, ça va faire plouf, Ça ne quoi. peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et même nous, on n'a pas encore le recul suffisant pour se dire si, par exemple, dans 5 ans, en fait, c'est quelque chose qui aura été adopté, toutes les briques de la marketplace seront utilisées, etc. Mais, mais ça, si tu veux, ça vient aussi du persona du data scientist.
Parce que comme je le disais tout à l'heure, le data scientist, c'est quelqu'un qui aime bien réinventer la roue. Et donc, il faut travailler sur sa culture en se disant, bah, OK, ça ne te gêne pas d'utiliser scikit-learn, donc des librairies par exemple open source, toute la journée dès que tu ouvres un fichier Excel ou que tu te connectes à une base de données, tu vas utiliser du Panda, tu vas utiliser tout un tas de librairies open source, mais dès lors qu'il faut utiliser des librairies qui sont produites en interne, là tout de suite, alors je dis pas que c'est quelque chose que je rencontre au quotidien, mais c'est déjà une réflexion que je me suis déjà faite, tu te rends compte qu'il y a des gens qui disent ah non, 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 moi j'utilise pas ça, je vais le faire moi-même. Oui, mais tu vas le faire toi-même avec des outils qui ont été faits par d'autres. Donc en fait, c'est surtout une question d'acceptation et comment tu onboardes les gens sur ces sujets-là pour les rassurer et les inviter à contribuer. Parce qu'en fait, forcément, quand tu démarres une marketplace, en fait, elle va servir à personne puisqu'elle sera Il vide. n'y a rien. Exactement. C'est ça la grosse difficulté. Tu as un effet réseau, qu'elle devient de plus en plus intéressante à mesure qu'il y a des utilisateurs. Exactement. Ça me fait rebondir et je vais laisser la main à Thomas, mais sur ce côté un peu intelligence collective, parce que ta plateforme, ta marketplace, bah, finalement, elle a besoin d'être emmenée par un mouvement d'entreprise de tous, finalement. Oui, oui, exactement. Alors nous, bon, en tout cas sur la brique NLP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi une core team. Donc c'est-à-dire que tu as une équipe. Aujourd'hui, le mois prochain, enfin à la mi du mois, on sera 6 à travailler dessus à temps plein. Donc qui travaillent avec moi. Et ça, c'est super intéressant parce que, en fait, il te faut une core team qui soit dédiée au développement de chacune des briques. Déjà, pour s'assurer que ce que tu récupères rentre bien dans le moule que tu as défini. Des fois, tu vas te rendre compte, en fait, que tu as des expertises qui sont tenues par des équipes qui sont hyper pointues. Mais ces gens-là, de par leur charge de travail et les sujets chauds qu'ils ont à traiter, ils sont dans l'incapacité de faire intégrer leur expertise dans la marketplace. Et donc, si tu as une core team qui est capable de dire ok, bah moi ton sujet, je le prends et on va juste se faire des points de passage pour vérifier que je l'ai intégré correctement et que j'ai pas cassé ta démarche, et ben là ça a du sens et là ça devient intéressant. Donc il faut vraiment des gens capables de faire cette animation. Mais du coup, dans cette expertise que tu as, comment tu places le jaugeur entre écouter le business, c'est-à-dire créer un outil qui va l'aider, et demander à ton équipe de la plateforme IA de se concentrer sur ce sujet pour le rendre comment dire, générique et utilisable par le plus grand nombre? Alors, j'ai presque envie de dire que nous, on fait une démarche un peu inverse, parce que pour le coup, nos premiers interlocuteurs, c'est pas les métiers sur ces sujets-là. On peut pas aller voir un métier et lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette marketplace? C'est trop technique. Donc, dans le cadre, pour intégrer de nouvelles briques, par exemple à la partie NLP, ce qu'on fait plutôt, c'est de faire le tour des équipes. Et alors là, c'est important de faire partie des communautés. Souvent, quand tu es dans des groupes de la taille d'Orange, tu as tout un tas de communautés, data science, d'expertise, etc. Et donc, quand tu participes à ces communautés, c'est hyper intéressant de dire, bah, en fait, vous, quelles seraient les briques qui vous seraient le plus utiles à intégrer en priorité dans la marketplace? Et est-ce que vous avez une brique que vous souhaitez intégrer? Tu vois, ça passe par le métier, mais de manière indirecte. Parce que les data scientists, ils travaillent pour le métier, mais le métier, finalement, et c'est souvent ça un peu la frustration des data scientists, c'est que le métier n'a pas toujours conscience de tout le travail qu'il y a derrière pour produire les résultats d'un modèle ou les résultats d'une étude. Ça, c'est caché pour le métier. Donc le métier ne peut pas être ton interlocuteur pour construire ta marketplace. Ok, effectivement, moi j'avais vu la chose à l'envers et c'est intéressant puisqu'on travaille. Là, ça a beaucoup de sens de parler d'intelligence collective, le transfert d'informations, le partage de connaissances. Et du coup, comment vous faites pour rester à l'état de l'art, à l'écoute de votre marché qui est Orange, bien sûr, et comment vous apprenez ces choses, grâce à quel podcast, grâce à quel livre, grâce à quel site, et comment vous partagez cette information entre tous les experts que vous pouvez avoir au sein d'Orange? Ouais, bah alors, je- j'espère que déjà parmi les podcasts, il n'y a pas que la data, maintenant qui sera suivi, Qui sera en haut de la pile. voilà, exactement, assidûment. Euh, mais en fait, je dirais que ça passe par les communautés internes surtout. En fait, pour moi,
le fait de s'assurer à l'état de l'art, tu as des gens qui sont chargés, nous, chez nous, à Orange, d'animer des communautés data science et qui, eux, vont faire le tour de tous les Ah sujets. donc vous avez ça, ce genre de guilde ou de chapter, je sais pas comment vous les appelez vous Bah, nous, c'est finalement? des communautés, on appelle ça des communautés, et puis derrière, tu as des gens qui sont chargés d'animer ces communautés, qui sont pas du tout dans la marketplace ou sur une expertise précise. Je pense à quelqu'un en particulier chez nous qui est chargé, en fait, dans son quotidien, de faire le tour d'un peu tout ce qui se fait de bien et qui régulièrement anime des réunions et dit bah voilà, j'ai vu ça sur tel sujet, ou on a vu qu'il y avait telle technique qui sort. On se dit que ça peut faire sens. Qui serait partant de tester ça. Ça, c'est aussi là, bon, pour moi, enfin, j'en profite pour le dire, mais la richesse d'un groupe comme Orange, c'est que c'est pas parce que tu fais du NLP sur tes sujets principaux que si jamais il y a un sujet qui passe dans la communauté que tu vas pas pouvoir y participer. Bien au contraire. Donc ça, je pense que ça doit déjà aussi faire partie du management de l'entreprise. Comment tu laisses à tes data scientists l'opportunité de se nourrir, de ne pas être tout le temps dans l'opérationnel, parce que si tu ne fais que de l'opérationnel, tu ne peux pas te former. Ça, c'est mécanique. Donc, pour moi, en haut de la pile, je mets les communautés internes. Après, évidemment, il y a tout un tas d'actualités, des gens sur LinkedIn. Alors moi, j'en suis, je sais même plus leur nom, je m'abonne hein, quand je vois des mecs qui postent des trucs qui sont intéressants, je m'abonne et puis je regarde ce qu'ils postent et puis voilà, ça attire mon attention. Alors si par contre, si ça, je suis par exemple Michel et je regarde ce que Michel poste par exemple. Et donc il y a tout ça aujourd'hui. Michel, si tu nous écoutes. Voilà. Merci pour les posts. Mais du coup, tu vois, aujourd'hui, de la ressource, elle est partout. Enfin, je veux dire, on a Internet, quoi. Je veux dire, on n'est pas il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu trouves tout sur Internet. Tu vas suivre des suites comme Toward Data Science. Tu vas toujours voir tout un tas de petits articles qui sortent, etc., pour nourrir ta culture. Et après, il y a une autre opportunité que moi, je trouve toujours hyper intéressante, c'est les stages. Les stages de fin d'études. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant de se dire que quand tu as un sujet qui arrive, justement, par exemple, on parlait de BERT. BERT, hop, ça arrive, on se rend compte que ça peut avoir un impact sur les modèles qu'on a et pas révolutionner, mais améliorer significativement euh, l'efficacité de nos modèles. Dans ce cas-là, je me dis peut-être, ok, moi, c'est pas un sujet que j'ai de prioritaire à traiter. Par contre, je vais prendre un stagiaire, je vais l'accompagner de la meilleure manière que je peux. Et lui, il va prendre le temps de casser cette brique-là. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est un super moyen aussi d'apprendre de nouvelles choses parce que, en général, quand tu es étudiant, tu as la niaque, tu as envie d'apprendre plein de choses, tu as envie de creuser un peu tout et c'est une super opportunité de win-win. L'étudiant, il trouve son compte et toi aussi parce que tu apprends de nouvelles choses et tu peux faire intégrer de nouvelles méthodes à ton équipe. Top. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. On pourrait rester des heures parce que de toute façon, il y a tellement à dire. Qu'est-ce que tu recommanderais aux CDO, tech lead, responsables d'équipe là aujourd'hui pour un peu embarquer leurs équipes ainsi que le reste de l'entreprise un peu dans cette mouvance IA parce que je pense qu'il y a plein d'entreprises aussi qui sont juste pas encore passées à tout ça et qu'est-ce qu'on peut leur conseiller des petits tips? Alors, c'est une question qui est assez large, mais je dirais que déjà, c'est de dédier une partie de leur temps, s'ils ne l'ont pas fait, si on parle d'entreprises qui n'ont pas encore pris ce virage-là, c'est de se dire, OK, peut-être qu'il faut que j'accorde un jour dans ma semaine à certaines équipes, à certains profils qui ont une appétence peut-être un peu plus data, une appétence un peu plus tech, pour tester l'impact et la plus-value que pourrait avoir l'IA. De fouiller quoi, Voilà, exactement. Laisser du temps à ces équipes. de fouiller, de partir un peu en pionnier quoi. Exactement. Faut pas, évidemment que les entreprises qui n'ont pas intégré l'IA et la data dans leur process au quotidien, évidemment, qui vont pas prendre un virage à 360 degrés immédiatement. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. De toute façon, on voit bien que sans data, aujourd'hui, on connaît bien moins nos industries, nos secteurs, nos clients, les problèmes qu'on peut avoir. C'est essentiel la data. Lors du dernier podcast, on a eu Charlotte Ledoux sur la partie de la gouvernance des données. Elle nous a posé une question pour toi, pas directement, mais c'est pour toi. Euh, Est-ce que tu aurais des idées, des exemples qui seraient intéressants à faire connaître sur l'apport de l'intelligence artificielle sur nos problématiques écologiques
aujourd'hui? Alors, des exemples, comme ça, j'en connais pas de manière très précise avec l'IA parce que c'est des sujets auxquels je m'intéresse, mais plutôt d'un point de vue data que d'un point de vue IA. Mais sur l'IA, j'imagine qu'il y a tout un tas de choses déjà qui se font probablement, dans l'agriculture et ce genre de choses pour optimiser un petit peu, probablement, les systèmes d'arrosage, les récoltes et cetera. J'imagine qu'il y a tout un tas de choses qui se fait et que si on cherche, on trouvera. Par contre, je peux citer une petite initiative qui est pas une initiative IA, mais qui est plutôt une initiative data à Orange, et qui, je pense, va concerner énormément d'entreprises. Depuis qu'on a eu le Covid, on se rend compte que les grands groupes, ils ont des bâtiments qui sont plus pleinement occupés. Et d'ailleurs, beaucoup de ces grands groupes-là ont restructuré leurs locaux pour passer d'un système où on avait nos propres bureaux à un système de flex. Et donc, dans ces bâtiments-là, il y a tout un tas de questions qui se posent en termes d'écologie, de savoir comment on monitore la consommation de nos bâtiments et comment on optimise la répartition des collaborateurs dans nos locaux. Et ça, on le constate tous très bien. Aujourd'hui, il suffit de travailler dans une entreprise qui fait du télétravail. Le vendredi, il y a moins de monde. Et peut-être que du coup, le vendredi, on peut regrouper grâce à nos usages data, des gens au même étage, etc. Parce qu'on constate que c'est des jours sur lesquels tel étage est plutôt vide et on pourrait regrouper pour faire des économies d'énergie. C'est plutôt des sujets data, mais qui sont menés à Orange, c'est super intéressant. Et je pense que si d'autres boîtes n'ont pas encore pris le pas, c'est le moment. Et merci Paul. La dernière petite question, on va te poser la question en miroir finalement, que ce qu'a fait, Charlotte à notre invité. On lui demande toujours de préparer une petite question subsidiaire pour le prochain invité, le ou la prochaine invitée d'ailleurs, toujours au sujet de la data, de la tech, de l'IA, sortie de ton chapeau, de ta tête, celle que tu veux. Alors moi, j'ai une question qui est un peu taquin. Vas-y, taquine, taquine. Euh, euh, donc, on a parlé d'inner source, on a parlé d'open source. Pour moi, aujourd'hui, dans ma vision, à ma petite échelle, c'est quelque chose qui me semble s'imposer. Sauf qu'on constate qu'il y a encore pas mal de progiciels et de logiciels propriétaires qui font encore de la résistance et qui sont encore présents dans des secteurs, notamment comme la banque et l'assurance. Et donc ma question, c'est pour le prochain invité, quelle est sa vision sur l'avenir de ces solutions dans un univers qui tend de plus en plus à l'open source. OK, super, super intéressant. Le débat de l'open source, c'est aussi, quelque chose qui est très important, notamment pour l'IA, notamment pour, les questions de régulation, ou de contenir, cette explosion, de l'IA et des potentiels dangers aussi que ça peut avoir. On posera la question à notre prochain invité. Écoutez, il est temps pour nous de terminer ce podcast. Un grand, grand merci, Paul, déjà de nous avoir rejoints en tant que deuxième invité. De toute façon, un grand merci aussi, évidemment, à Thomas, mon acolyte. Merci beaucoup à vous deux pour votre présence et puis votre bonne humeur et puis surtout votre expertise. Merci, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.